Également directrice et fondatrice de la chaîne d'enseignement et de recherche audiovisuelle et numérique. Elle est cofondatrice et directrice du think tank audiovisuel et numérique. Parmi ses responsabilités administratives, elle est directrice et fondatrice du Master 1 et 2 Médias, Communication et Sport. D'autres responsabilités en dehors de l'université, elle est différente présidente. Elle est présidente du Conseil d'orientation et de performance du CLEMI. Elle est présidente du comité d'éthique des données d'éducation. Elle est présidente du fonds de soutien pour un sport propre, l'AFLD, de l'ONG Imagine également. Bon, et pas président. Bon, pour l'instant. Elle est membre d'autorités publiques indépendantes, notamment membre du Conseil national du numérique, c'était entre 2013 et 2015, et expert pilote du lab économique de la création numérique de la Hadopi. Certains connaissent surtout Nathalie Sonal comme membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle y a été de 2015 à 2021. Elle était notamment présidente du groupe de travail télévision et vice-présidente du groupe production et création en charge du groupe de travail télévision, chaîne publique, privée, commerciale, nationale et locale. Parmi ces publications, il y a ce livre, bien entendu, qui vient de sortir, que vous voyez derrière moi, et que vous aurez l'occasion de pouvoir faire dédicacer après. Et puis une autre publication assez récente, Renforcer l'éducation aux médias et à l'information et à la citoyenneté numérique. C'était un rapport du groupe d'experts de mai 2021. Et enfin, terminons par les distinctions nombreuses. Chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre des palmes académiques, chevalier de l'Ordre des arts et lettres, chevalier de la Légion d'honneur. Voilà Nathalie Sonal. Alors Nathalie, aujourd'hui nous allons parler médias, puisque le nouveau monde des médias, et on peut considérer qu'on est littéralement à une sorte de Big Bang médiatique qui a débuté en fait avec l'arrivée d'Internet il y a quelques années. Et ce basculement a engendré une vraie transition pour les médias classiques, les radios, les télés, le print, qui ont dû effectuer leur transition vers le digital. Alors les médias traditionnels ont eu du mal à effectuer cette transition, il a fallu du temps. Et on a pu observer une perte de téléspectateurs, une perte d'auditeurs pour la radio. Les radios perdent, le média radio perd en moyenne 1 million d'auditeurs par an depuis quasi 3 ans. Et le média print a perdu aussi, bien entendu, beaucoup de lecteurs. Et cette transition digitale s'est faite au profit des plateformes, Netflix ou autres, et les GAFA qui ont occupé l'espace. Alors la première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi les médias n'ont pas réagi plus rapidement? C'est-à-dire qu'on avait l'expérience par exemple du disque, où quand le CD a cessé d'être vendu, le monde du disque a basculé vers le digital, donc on avait cette expérience-là. Comment, à ton avis, les médias n'ont pas vu venir cette transition vers le digital, et pourquoi ont-ils mis si longtemps pour y arriver? Alors, bonsoir à tous et merci beaucoup à Jean-Michel et Eric pour cette invitation. Effectivement, là, c'est un essai vraiment sur cette transformation et qui me semble importante, et on parlera évidemment ensemble des enjeux et des conséquences de ce Big Bang. Ce que l'on peut en tout cas observer aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable différence de taille finalement entre les acteurs américains, ce qu'on appelle les plateformes numériques. Alors on a les GAFA pour Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis donc ils sont vraiment des acteurs qui sont très puissants économiquement parlant, puissants financièrement parlant. Lorsqu'on regarde Google et Apple, c'est 3800 milliards de dollars de valorisation boursière, donc c'est plus que le PIB français. Donc aujourd'hui, ce sont des acteurs qui sont plus puissants que certains États. Et dans le même temps, il y a ceux qu'on n'appelle pas des GAFA, mais qui sont également des plateformes, comme notamment Netflix que tu as cité. On pourrait également citer Amazon Prime Video ou Disney, qui est aujourd'hui complètement embarqué dans ce monde numérique. Je pense qu'en citant ces chiffres et simplement en citant ces acteurs, on voit bien la différence évidente qu'il y a entre des acteurs traditionnels, même lorsqu'on parle de groupes comme un groupe comme TF1, comme M6, voire comme un groupe européen, Bertelsmann,
qui est patron du groupe RTL, on voit bien que ce sont des acteurs qui sont puissants, mais qui sont beaucoup moins puissants économiquement en parlant et financièrement que les acteurs américains. Ça, c'est quand même un point évident qui fait que les transformations se font avec moins d'argent, avec des propositions finalement d'achat de contenu moins puissantes. Ça, c'est un premier point. Ensuite, un deuxième point qui me semble important dans ce que tu dis, c'est que finalement, quand on regarde les modèles traditionnels des acteurs, que ce soit la presse, la télévision, on voit bien quel est le modèle économique. Ils vont chercher, ils sont vendus d'abord à leur lectorat ou à leurs téléspectateurs, et puis d'un autre côté, ils sont vendus aux annonceurs. Ce modèle-là, qui est classique en économie, qu'on appelle souvent des marchés à deux versants, on voit bien qu'il y a deux types de revenus possibles. Peu à peu, avec l'arrivée en tout cas du numérique, bien clairement, la première option qui a été choisie par les acteurs traditionnels de médias, c'est de se dire je vais vendre à un prix zéro pour que ça soit finalement accessible au plus grand nombre, et je jouerai uniquement sur la partie publicitaire. Mais là, en jouant ça, déjà ils ont beaucoup perdu de leur valeur ajoutée, puisque quand un prix est égal à zéro, souvent ça dévalorise la nature du bien, on dit que ça ne vaut pas grand-chose, donc ça ne vaut rien. Et puis ensuite, c'est parce qu'ils se sont retrouvés finalement dans un océan de contenu où ils n'étaient plus les seuls finalement à apporter du contenu. Donc, et là, ils se sont retrouvés en concurrence directe avec des acteurs qui, une fois encore, étaient plus puissants. Et puis pour certains acteurs comme Netflix, qui très vite lui a basculé dans le monde du numérique. Netflix était auparavant une entreprise américaine spécialiste finalement de l'envoi de cassettes vidéo à des abonnés, et que lui avait joué sur ce côté d'envoi, tout simplement parce que le territoire géographique américain est beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Et du coup, quand les gens étaient abonnés, ils se faisaient envoyer leur cassette vidéo par la poste. Et puis, il a bien vu, et il était Red Hastings, donc le patron de Netflix, hyper malin, et il a très bien vu cette transition numérique, et il a vu avec quelle vitesse, finalement, il y avait une appropriation par la plupart des gens de cette bascule du numérique et de rester chez soi. Et donc, de par la transition numérique. Et là, il a investi, et puis il a pénétré tous les marchés très vite, le marché américain, et puis il est sorti du marché rapidement pour aller s'installer en Europe, et puis dans le reste du monde. Donc, il y a à la fois une puissance économique, il y a une agilité avec finalement le numérique, les nouvelles technologies, que nouveaux acteurs, que les anciens, enfin en tout cas les acteurs historiques, ont beaucoup plus de mal à prendre comme virage. Ils étaient plus lourds, ils étaient moins agiles. On est moins agiles que les acteurs américains même, qui sont plus importants. Et puis j'ajouterais peut-être un troisième facteur, qui est le facteur, et c'est vrai que mon expérience au CSA, et qui est devenue aujourd'hui l'ARCOM, a été extrêmement intéressante, parce que j'ai pu voir de près finalement qui étaient ces acteurs, comment ils fonctionnaient, et on voit bien que l'univers, notamment des médias audiovisuels, il est très réglementé. C'est un univers qui est cadré, avec des signatures de conventions, avec des obligations, alors à la fois des obligations d'investissement pour des vraies raisons, des raisons intéressantes sur lesquelles on pourra peut-être revenir, de notions d'exception culturelle française. En tout cas, c'est des acteurs qui sont très fortement réglementés, et ils se retrouvaient face à des obligations d'investissement, de distribution, de diffusion que n'avaient pas, et que n'ont quasiment toujours pas, ces nouveaux acteurs, ou en tout cas les plateformes numériques. Donc il y a une dissymétrie de régulation qui est forte, et qui, là encore, en fait, finalement, d'une certaine façon, les plombe. Peut-être simplement un seul exemple. Alors pour nous, on peut considérer que c'est plutôt une bonne chose. Quand je regarde TF1, quand je regarde M6, je ne me tape pas toutes les 7 minutes, 2 minutes et demie de page de publicitaire. Lorsqu'un film est diffusé sur ces grandes antennes, bien finalement il a le droit d'être coupé qu'une fois, la réglementation interdit 2, et puis aujourd'hui, lorsque le film fait plus de 3 heures, alors on a le droit à une deuxième coupure publicitaire, enfin une troisième coupure publicitaire. Vous allez aux États-Unis, on ne regarde pas du tout un film d'une série dans les mêmes conditions. Donc ce marché-là, le marché de la publicité, qui est pour un acteur comme TF1 ou comme pour toutes les radios que tu citais tout à l'heure, sont des acteurs qui ne fonctionnent que sur un seul revenu, qui est celui de revenu publicitaire, puisque le consommateur accède gratuitement à ces contenus. Et bien, pour le revenu publicitaire, d'une certaine façon, la réglementation, pour des raisons qui sont de bonnes raisons, en tout cas de confort pour le téléspectateur, et bien de caper les recettes publicitaires, d'une certaine façon. C'est comme si vous rentriez dans une boulangerie et le boulanger vous dit écoutez, vous avez le droit de vendre 15 pains au chocolat, mais pas 16. Alors, du point de vue de l'entrepreneur, évidemment, ça évite ce poil tout le monde. Du point de vue du consommateur, on voit bien que quand même c'est plus confortable, plus agréable. Du point de vue des auteurs, c'est évident que 100 pages de publicité, c'est mieux, mais d'un point de vue de revenu publicitaire, tout simplement d'un point de vue de business model,
ça ne fait pas, ça marche pas du tout. Donc cette lenteur de réaction, cette différence de taille, et puis dans un carcan qui est beaucoup plus long et qui est beaucoup plus cadré, eh bien, il est clair que les chaînes de télévision, ou en l'occurrence les groupes médiatiques, étaient à la peine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut changer la régulation, la législation? Est-ce que la France seule ne peut pas agir et qu'il faut faire appel à l'Europe? Quelle est votre recommandation? Je crois qu'en fait, il y en a plusieurs, mais disons qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Si on reste que sur, et c'est vrai que moi je suis économiste de formation, mais néanmoins, le fait de s'ouvrir à la sociologie, à la sémiologie, au droit, permet d'avoir une appréhension un peu plus holistique, si j'ose dire, de l'univers des médias, et de mieux comprendre aussi les raisons pour lesquelles les gens vont consommer. Peut-être un point qui m'a semblé important, c'est de montrer, de voir en fait la différence en l'espace de 20 ans, tout simplement, de ce qu'est peut-être l'espace public au sens du philosophe Habermas, où il y a encore 20 ans, finalement, seuls les journalistes étaient ceux qui étaient capables, en tout cas ceux qui avaient pour mission de jouer ce rôle de tiers de confiance, ce rôle d'intermédiaire, de diffuseur, de producteur d'informations, et eux, ils en avaient d'une certaine façon le monopole. 20 ans après, en tout cas avec l'arrivée de l'Internet, des nouvelles technologies d'information, et notamment avec l'arrivée du Web 2.0, c'est-à-dire cette possibilité d'entrer les uns et les autres, de partager, d'entrer en interaction, ce qui est quand même en matière de liberté d'expression, en matière d'accès à la culture, à la communication, à la connaissance, c'est fantastique. Mais ce changement d'espace numérique public conduit à ce que nous tous, eh bien, on peut se prendre pour des journalistes, en tout cas sans avoir suivi un cours de déontologie. Je prends mon iPhone, je le prends en photo, je le poste, je mets des commentaires, je dis tout ce qui me passe par la tête, je peux dire des choses intelligentes, je peux dire des choses aussi un peu plus bêtes. Néanmoins, on voit bien que aujourd'hui, il n'y a plus le seul journaliste qui ait cette face et qui puisse, de tiers de confiance et qui puisse diffuser. Ce qui signifie tout de même, et ça c'est l'externalité vraiment négative de cet espace numérique, c'est que finalement dans cet espace je peux trouver de la bonne information et avoir accès à de la bonne connaissance, mais dans le même temps il y a une circulation incroyable de fake news, de contenu haineux, aujourd'hui de cyberharcèlement, et qui conduit à ce que lorsque je navigue sur Internet, je n'ai plus cette firewall en bon français, ce moyen d'être filtré. J'accède à tout mais je reçois tout, j'accède à tout mais je reçois aussi n'importe quoi. Et cet espace-là, c'est celui-là dans lequel les médias traditionnels, eux aussi, évoluent. Donc on voit bien qu'il y a un changement complet d'espace, du champ informationnel, comme disent les chercheurs, d'espace de divertissement, qui n'est plus du tout le même. Et donc les règles du jeu doivent complètement être repensées. Parce que, une fois encore, il y a une dissymétrie de régulation entre les acteurs, mais en même temps, on voit bien que les nouveaux usages, cette révolution numérique, c'est une révolution qui est à la fois économique, c'est une révolution technologique, et c'est une révolution d'usage. Cette révolution économique, c'est qu'on a des acteurs qui sont bien plus puissants ou alors qui viennent d'autres secteurs d'activité. Les groupes télécoms sont très présents dans le secteur de l'audiovisuel, dans le secteur des médias par exemple. Une révolution clairement technologique puisqu'on a tous un iPhone dans la poche, et donc on a tous cette possibilité de nous croire ou en tout cas de nous rendre médias. Ça c'est vraiment un deuxième point qui est très important dans cette révolution et transformation. Et puis cette révolution de l'usage, c'est qu'on consomme n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, et ce grand espace-là doit être refondé. Alors on pourrait jeter le bébé du bain et de se dire bon écoutez, les médias traditionnels sont vieux, finalement tant pis, on va se concentrer, rester sur les nouveaux médias, c'est la vie. Il y a un petit souci à ça, on ne va pas dire qu'il y en ait plusieurs. Il y a d'une part cette circulation de fausses informations qui est très dangereuse sur le plan démocratique et pour ne pas dire dévastatrice, on pourra y revenir. Donc ça c'est un point qui est important. Ensuite c'est un point qui est très déstabilisant évidemment pour les usagers. Et on voit bien aussi que ces acteurs étant des acteurs à la fois de grande taille mais aussi des acteurs américains, on doit se trouver nous un espace européen qui soit respectueux, nous notamment des données personnelles, ce qui n'est pas le cas des acteurs américains parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Il y a beaucoup de redéfinitions à donner. Peut-être un dernier point qui me semble important, c'est surtout que les médias traditionnels, finalement, qu'ils soient publics ou privés, donc finalement je regarde un NRJ12, un M6,
un TF1 ou encore les titres comme Le Monde ou des médias publics, comme les chaînes du groupe France Télévisions de Radio France, quels que soient finalement ces grands médias dits traditionnels et historiques, ils ont tous deux missions. Alors, ils ont plusieurs, éduquer, informer, divertir. Mais si vous prenez les deux grandes missions, c'est à la fois effectivement divertir par les grands talk shows, divertir par des grandes émissions comme The Voice, divertir par diffuser des séries, des films, tout ce qu'on consomme en fait régulièrement, mais dans le même temps, ils ont une mission d'information. Donc on voit qu'il y a un cadre, une fois encore donné par le CSA ou l'ARCOM, qui oblige à construire, à ce que ça soit des journalistes qui soient présents. Et ces deux missions-là, ce sont deux missions qui ne sont absolument pas les missions de Google, les missions de Facebook. Donc si on chasse totalement les médias historiques, il faut absolument et en urgence s'interroger pour où est-ce que l'on va pouvoir garantir la fabrique d'une information qui soit une information de qualité, c'est-à-dire sourcée, hiérarchisée, traitée, diffusée avant qu'elle ne soit diffusée. Donc ce nouveau monde-là doit être repensé. Il n'y a aucune raison que les médias traditionnels ne se transforment pas, et d'ailleurs ils se sont tous déjà... Est-ce qu'un TF1 M6 aurait pu être une des solutions pour les Français, par exemple? Alors, moi, pour ma part, en tout cas, c'est ce que je dis dans mon essai, moi je pense qu'il aurait été bien que TF1 et M6 fusionnent. Parce que je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui opposer la constitution d'un grand groupe, et donc c'est-à-dire la concentration du secteur des médias, et l'opposer à la diversité. Pendant longtemps, et c'est la loi de 1986 qui finalement donne le là, et qui instaure toujours cette idée, ah oui, on est pour la fabrication et on a besoin d'un champion national, mais dans le même temps, il faut garantir qu'il y ait un très grand nombre d'entreprises, que ce secteur de la production notamment soit atomistique. On voit bien qu'il y a quand même un antagonisme, ou en tout cas des injonctions qui se sont avérées au fil des ans tout à fait contradictoires. Donc aujourd'hui, il est de bon ton de taper sur les milliardaires, ou en tout cas sur les grands entrepreneurs, grands en termes de taille, je ne rentre pas dans la qualité de l'entrepreneur, mais de grandes entreprises, mais dans le même temps, l'information coûte très cher à produire, une information de qualité coûte extrêmement cher, c'est rarement rentable, donc il faut absolument permettre à des grands groupes de pouvoir diversifier leurs activités et qui finalement gagnent de l'argent avec ces activités pour qu'ils garantissent en même temps la fabrique et qu'ils mettent les moyens d'une fabrique d'une information de qualité. Et ça passe par clairement un changement de réglementation, à laisser plus d'oxygène, notamment aux groupes audiovisuels qui sont réglementés. Pour partie, la réglementation, une fois encore, est importante. Notre propos est nuancé, mais toutefois, je pense qu'effectivement, il y a se laisser plus d'oxygène pour des entreprises. Il y a cette possibilité d'avoir des groupes de plus grosse taille. Moi, je pense que c'est indispensable, notamment face à ces mastodontes qui investissent très largement dans les contenus. Si on prend Netflix, il a investi en 2021 17 milliards de dollars dans les contenus. Bon, si vous regardez la production et l'investissement des principaux groupes, rien qu'audiovisuel, donc je prends Canal+, TF1, M6 et France Télévisions, eh bien, ils ont investi à peu près 6 milliards d'euros pendant 5 ans. Donc là, cette proportion-là, et là, cette disproportion est très marquée. Alors, est-ce que le CSA doit évoluer l'ARCOM aujourd'hui doit évoluer dans ses fonctions pour être peut-être plus un organisme de prévision et de conseil plus que de régulation, ou ça demande d'être accompagné de quelle manière concrètement? Moi, je crois que quand j'y étais et depuis que le CSA est devenu donc en 2021 l'ARCOM, le CSA a beaucoup évolué, il a passé son temps en fait, le régulateur passe son temps à s'adapter. Alors clairement... Alors il met du temps parce que il y a certaines régulations qui tombent maintenant après. Alors c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que le CSA est un régulateur, donc si vous donnez pour mission de réguler un secteur et en même temps de sanctionner les acteurs qui ont failli dans leur mission, ça va prendre du temps d'étudier, et d'une certaine façon c'est
tant mieux, parce que si c'est la justice populaire en disant j'aime et j'aime pas, c'est extrêmement dangereux et j'aimerais absolument pas qu'on puisse couper le sifflet, donc c'est-à-dire la liberté d'expression, à quiconque serait passé par là ou n'aurait pas rempli telle ou telle fonction. Donc c'est bien que ça prenne du temps, j'entends évidemment, on peut comprendre qu'on a toujours besoin d'aller plus vite. Ce qui est important, c'est que les missions du régulateur ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a 30 ans, vous aviez un paysage où il fallait réguler 6 chaînes de télévision. Aujourd'hui, on a 26 chaînes qui sont gratuites, qui sont accessibles gratuitement. On a des centaines de chaînes qui le sont sur le câble et sur le satellite, et des milliers sur la DSL, voire des millions sur YouTube. Donc on voit bien que le régulateur a élargi son champ de compétences. D'ailleurs, depuis 2021, le régulateur a dans son escarcelle les plateformes de partage de vidéos, des plateformes des réseaux sociaux. Donc on a élargi ses fonctions. Il doit répondre au climat, il doit vraiment répondre à la représentativité et l'égalité femmes-hommes, il doit s'assurer de l'égalité dans les débats publics. Donc on voit bien que ces missions, notamment les missions sociétales, se sont fortement renforcées et en tout cas élargies. Ces missions de concurrence se sont renforcées, elles aussi se sont élargies parce qu'il embrasse de nouveaux acteurs. Maintenant, est-ce que l'ARCOM devrait être une mission de conseil? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on a besoin d'un régulateur. Je crois que la régulation et la réglementation, au contraire, n'a jamais été aussi indispensable dans un secteur où, comme je le disais tout à l'heure, les contenus illicites, qui sont très dommageables pour notre démocratie, ils circulent largement. Alors justement, parlons des fake news, effectivement. Il y a un sondage qui est paru cette année, un sondage IFOP en 2023. 16% des 18-24 ans pensent qu'il est possible que la Terre soit plate. L'info, bien sûr, dans les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Facebook, qui sont pour ces jeunes une source d'information comme une autre aujourd'hui, voire même plus suivie qu'une autre. Alors, sur ce sujet-là, comment vous pensez pouvoir redonner confiance à l'info vérifiée? Est-ce qu'il y a un sujet à ce propos? Et puis, dans la foulée, comment accompagner le développement de l'intelligence artificielle? Parce qu'on le sait, ChatGPT ne vérifie pas l'information. Donc, il y a des fake news et des informations. Alors effectivement, ce point de circulation de fake news est vraiment très dommageable pour nos démocraties. Mais de façon plus générale, on voit bien qu'on assiste à une déconsolidation de nos démocraties. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur le sujet relativement récent. Je pense que l'un des éléments, en tout cas ce qui compte comme l'un des éléments de cette déconsolidation, c'est la chute des médias traditionnels. Je vous donne un exemple. C'est un rapport qui a été réalisé par des chercheurs aux États-Unis, dit le rapport Stigler, qui a été publié en 2019, et qui a analysé en fait le marché de la concentration, le marché de la presse quotidienne régionale aux États-Unis, et qui met en évidence qu'on a une véritable chute drastique de la presse quotidienne régionale dans l'ensemble des cantons, puisque quasiment en l'espace de 30 ans, on a un canton sur 2 aux États-Unis qui a perdu un titre de presse quotidienne régionale. Et donc la concentration cette fois-ci, c'est parce qu'il y a une diminution du nombre de titres et qui s'est accompagnée par un regroupement de journalistes. Le parallèle de ça, le pendant de ça, c'est que dans le même temps, eh bien, vous avez une véritable diminution des votes. Et ça, on peut le voir pas simplement aux États-Unis, on le voit en Europe, on le voit en Angleterre, on le voit en Espagne, on le voit en Italie, on le voit chez nous en France. Et donc, cette perte de médias historiques, c'est accompagné, en tout cas de presse locale, c'est accompagné par une baisse des votes, par une baisse d'intérêt des individus, des citoyens, pour la chose publique. Et ça, si vous n'avez plus le vote, eh bien, ce qui est quand même vraiment pas simplement le symbole de la démocratie, mais l'un des facteurs essentiels, voire consubstantiels de nos démocraties, eh bien, ça explique pour partie. Le deuxième, enfin en tout cas, ce point-là du vote et de l'élection est central, et c'est la raison pour laquelle abandonner les médias historiques serait vraiment mais complètement délétère. Ensuite, l'autre point, et peut-être on peut rentrer juste un tout petit peu dans le détail du modèle d'affaires. Je vous ai dit rapidement, pour les médias, on le connaît bien, tout le monde
comprend bien que c'est vendu aux lecteurs et c'est vendu aux annonceurs, et c'est bien ce qui permet de couvrir les coûts de production qui sont extrêmement élevés, de pouvoir croiser comme ça, voir à ce qu'il y ait des titres qui finalement ne fonctionnent que par les ressources publicitaires. Si je regarde le modèle d'affaires des plateformes, sans rentrer dans les détails techniques, mais néanmoins, finalement, ils s'apparentent aux médias. C'est-à-dire que les plateformes, c'est bien un intermédiaire entre des annonceurs et des lecteurs ou des téléspectateurs, voire des internautes, et que plus la plateforme bénéficie de services ou offre des services, et bien plus elle est attractive pour la branche consommateur, et évidemment, plus vous avez de consommateurs, plus ça devient attractif pour les annonceurs. Ces effets qu'on appelle des effets de réseau, que les médias traditionnels connaissent depuis 1836 avec Émile de Girardin, finalement ils n'ont rien inventé, sauf qu'à la différence, c'est que lorsqu'on parle de lectorat, c'est quelques milliers de lecteurs, en télévision traditionnelle, ce sont des millions de lecteurs, lorsque je parle de plateformes numériques, ce sont des milliards, puisque TikTok ou Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs. Donc on voit bien que c'est généré à une masse incroyable, et que ça collecte, en fait, le but du jeu, pour aller à l'essentiel, c'est que ces acteurs collectent massivement des données, et que ces données permettent terriblement de mieux nous connaître, grâce justement à l'intelligence artificielle, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, et à l'algorithmie, et bien pour permettre en fait finalement de beaucoup mieux cibler nous tous, et nous proposer finalement des services qu'on va encore plus aimer, et proposer des cibles à des annonceurs que eux-mêmes connaissent encore mieux le profil. Donc tout ça constitue des machines assez infernales qui nous connaissent bien et qui permettent de mieux cibler, mais qui finalement nous enferment dans des bulles informationnelles, puisque je vais consommer qu'à partir du moment où ça va être finalement la dérivée des traces que je vais laisser, des traces de mes amis, de mes échanges, de mes partages, de ce que j'aime. Si je clique sur la Terre plate, on ne proposera que des contenus en lien avec la Terre plate. Exactement. Alors j'ai fait une petite diversion un peu longue, pardon, mais c'était pour arriver à ça, tu as entièrement raison, et ce qui fait que ça risque de renforcer. Donc on voit bien qu'il faut absolument trouver des outils pour qu'on ne soit pas embarqué dans son mouvement économique extrêmement puissant, qui n'est pas simplement économique, il est addictif, il est psychologique, il a beaucoup d'éléments, qui fait qu'effectivement, voilà comment je me fais pas embarquer. Alors, des solutions pour en sortir, moi je vous en dirais, en tout cas j'en ai trouvé deux, il y en a certainement bien d'autres, mais en tout cas il y en a deux. D'une part, c'est clairement la réglementation au niveau européen. Et donc, en l'occurrence, ce qu'on appelle le Digital Service Act ou le DMA, le Digital Market Act, sont des directives qui sont extrêmement importantes, qui visent finalement à rendre responsables ces plateformes, qui ne sont pas simplement en train de se cacher écoutez, moi ça circule sur mes réseaux, mais c'est pas moi qui poste, donc est-ce que les amendes qu'on leur donne est une véritable menace pour eux? Alors, lorsque c'était il y a 4-5 ans avec le RGPD, ça n'était pas. Je crois que là, 6% du chiffre d'affaires mondial comme sanction, ouais, c'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Donc, en tout cas, c'est un point qui est important. Donc, la réglementation, elle est indispensable, elle est évidemment indispensable. La loi, la loi est toujours la loi, évidemment. Et dans le même temps, le deuxième point, et c'est peut-être le lien avec le fait que je préside le COP du CLEMI, donc tout ce qui est le comité d'éducation aux médias et à l'information, que je n'ai jamais trouvé aussi, que je trouve vraiment central et que je découvre les années passant maintenant, ça fait plus d'un an et demi, sur vraiment l'importance finalement que tout à chacun, nous puissions retrouver finalement du pouvoir et du pouvoir citoyen. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, la loi ne pourra pas tout, on ne pourra pas demander toujours non plus à l'école finalement de nous informer, de comprendre comment on utilise les outils, ça change en permanence en l'occurrence, de savoir comment ça se manie, on ne peut pas ajouter ça en permanence, c'est un point qui est central pour moi, je pense que l'éducation aux médias et à l'information devrait être une matière aujourd'hui obligatoire de 1 heure par semaine. Elle n'est pas encore, parce que par exemple, il y a le CSA belge il y a une dizaine d'années qui avait mis en place l'obligation, notamment dans les écoles, je crois dès la plus petite école, d'enseigner l'éducation aux médias, c'est-à-dire sur quel site je peux aller, qu'est-ce que je peux vérifier, qu'est-ce qu'une fake news. Pourquoi on n'arrive pas à mettre ça en place? Alors, on l'a mis en place en France, ça marche plutôt très bien, puisque le CLEMI a 40 ans l'année dernière, donc ça marche très bien, ça a été implanté dans les écoles. Il y a depuis, malheureusement, avec les attentats à la fois de 2015 et puis l'assassinat de Samuel Paty, c'est allé encore plus loin. Aujourd'hui, on a des référents
académique dans toutes les écoles, dans les rectorats, dans toutes les académies, un référent éducation aux médias et à l'information. On est en train, on n'a jamais été aussi près de rendre cette matière obligatoire, mais je crois que ça ne concerne pas que les jeunes. Tout à l'heure, tu disais les jeunes s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux. C'est vrai pour 71% des Français. Donc il n'y a pas que les moins de 25 ans. Ceux qui retweetent le plus et qui reforward, si vous me permettez cette expression, qui retransfèrent les fausses nouvelles, ce sont les personnes les plus âgées. Donc, parce qu'en fait, tout simplement en disant « Ah, t'as vu ça, c'est dingue, je te le renvoie ». Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Donc, cette question d'éducation concerne évidemment en priorité, il ne faut pas être sot, les plus jeunes, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a tous un iPhone et qu'il faut absolument en connaître à la fois toutes les fonctionnalités et en même temps les façons de s'en protéger. Donc, le meilleur moyen, c'est que nous tous, nous formions et qu'on participe de cette formation-là pour également les adultes. Et avoir une sorte de label sur les news, genre info vérifiée, est-ce que ça peut aider aussi à... Alors il y a beaucoup d'études qui sont réalisées en ce sens. Il y a le journal Trust Journalism, l'initiative Trust Journalism par Reporters sans frontières. Il y a d'autres initiatives qui sont en Europe. Il y a des projets, notamment l'étude de facto, en tout cas le projet de facto qui est réalisé avec du CLEMI, avec des acteurs de la recherche et en même temps avec l'AFP. Donc il y a beaucoup de réflexions qui sont faites, beaucoup d'actions qui sont menées. On voit bien que ce sont des milliards de contenus, c'est beaucoup d'utilisateurs, ce sont évidemment très grand nombre d'utilisateurs, c'est beaucoup d'acteurs. Donc il faut absolument que chaque citoyen, et ça je pense que c'est important, et moi je propose justement de sanctuariser dans cette éducation aux médias et à l'information pour tout le monde en fait, pour tous. Le président a monté un nouveau comité de réflexion sur l'information. Tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, c'est dans les tuyaux depuis plusieurs mois qui s'appelle les États généraux de l'information, qui est présidé par justement Christophe Deloire, qui est le président, je dis justement parce que je faisais référence à Reporters sans frontières, donc qui est présidé par Christophe Deloire et Bruno Lasserre. Et donc ils sont en train de travailler justement et de voir quelles sont toutes les pistes aujourd'hui qui concernent ces États généraux à la forme du droit de l'information et du État généraux de l'information. Ils s'interrogent sur la régulation, sur l'économie, sur l'éducation aux médias et à l'information, sur justement comment mettre en place et qu'est-ce qui se passe en Europe. On voit bien que le partage, c'est essentiel, l'échange de connaissances, le partage de connaissances est également essentiel avec d'autres pays européens. Donc ils sont en train de le mettre en place et ça devrait être lancé, officiellement ça a été déjà lancé par le président de la République en mois de juillet, mais les groupes de travail devraient voir le jour incessamment sous peu. Merci. Donc au centre en fait de tes réflexions et de tes solutions, c'est principalement l'éducation aux médias et une plus juste régulation qui serait les bonnes pistes à suivre. Oui, avec une piste supplémentaire qui est celle de la fabrique de l'information de qualité. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je prends l'idée, ou en tout cas j'ai réfléchi sur l'importance qu'il pourrait y avoir et de conserver des groupes industriels qui continuent d'investir dans les médias une fois encore, parce que ce sont les seuls qui ont la mission également de fabriquer une information de qualité, donc il faut qu'ils puissent être présents. Dans le même temps, il ne faut évidemment pas être naïf, et il faut absolument renforcer le dispositif de mesure anti-concentration et à la fois renforcer et protéger encore plus la fabrique de l'information. On a bien vu ce qui s'est passé avec le JDD, ça a posé des questions. Ces news posent également des questions. On voit bien que tous les acteurs sont toujours en évolution, et donc c'est en ce sens que l'ARCOM court toujours derrière, mais au moins le régulateur est présent. Ça devrait être le rôle du service public. On voit par exemple que Arte propose des programmes qui font peu d'audience en hertzien aujourd'hui, mais en revanche que l'application marche bien. Donc on peut considérer que leur transition digitale, en faisant du contenu de qualité, a bien fonctionné. Mais ce que tu dis est assez incroyable et tu as entièrement raison. Il y a 15 ans, on aurait dit que Arte était la plateforme préférée des jeunes. Je pense qu'on aurait dit qu'il faut arrêter les champignons parce que ça a fait des dégâts. Or, c'est exactement ça. Ils ont réussi incroyablement, de façon fantastique, leur transition. Ils ont une audience relativement âgée, comme
reste des chaînes de télévision en France, donc sur leur réseau hertzien. En revanche, ils sont présents sur leur plateforme, ils sont présents sur tous les réseaux sociaux, et notamment que ce soit TikTok ou Instagram, et on voit bien à quel point ils sont parvenus à élargir totalement leur programme et surtout atteindre des publics d'âge différents. Et c'est peut-être la plus grande difficulté que rencontrent les médias traditionnels face également à ces acteurs digitaux. Merci Nathalie. Il est temps des questions. S'il y a des questions dans la salle, je vous propose d'intervenir. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon micro? Alors, non, on ne peut pas le... Ah, on peut pas. Il faut parler fort. Qui a une question? Oui. Mais je parle assez fort. Bonsoir, merci. Oui, on vous entend. J'ai une petite question, parce que par rapport à la transformation digitale, donc finalement on parle encore et les médias semblent encore finalement être en plein dedans. Finalement, on n'a pas abordé le sujet de l'IA, et si on se concentre encore sur cette transformation, en fait, aujourd'hui, c'est finalement entre la disparition des métiers des journalistes. Je viens de voir que Gizmodo, un média en ligne, a licencié toute une équipe en Espagne pour les remplacer par une IA. Et de l'autre côté, l'avalanche de fake news qui va apparaître à un autre niveau avec les deepfakes. Comment on fait pour anticiper ça, pour ne pas se retrouver dans la même transformation digitale laborieuse qu'on a connue? Merci beaucoup pour votre question, parce que c'est effectivement, je n'avais pas répondu sur le... Ne me fais pas les gros yeux. J'ai dit autre chose. Sur l'intelligence artificielle, on voit qu'on a passé cette étape, en fait, c'est une étape supplémentaire, en tout cas c'est une nouvelle étape. Moi je crois que là encore, les médias ont une carte énorme à jouer, et notamment les journalistes. C'est-à-dire qu'à la fois les journalistes voient leur métier se transformer, mais absolument comme tous les autres métiers, ils ne sont pas du tout les seuls à rencontrer cette transformation. En revanche, ils vont pouvoir finalement exercer leur valeur ajoutée de façon extraordinaire, puisque l'expertise, le rire, le partage, la connaissance, la connivence, la synthèse, l'analyse, la synthèse on peut laisser de côté, mais en tout cas l'analyse, tout ça c'est propre à l'homme, et l'intelligence artificielle aujourd'hui nous fait des merveilleuses, enfin pas toujours, hein, moi j'ai fait l'essai, ça, franchement je me suis pas reconnue, mais donc en attendant évidemment l'intelligence artificielle va aller très vite, et à la fois le deep va fonctionner, on va prendre le deep learning, va aller très vite pour ces entreprises. Donc à la fois les entreprises de médias, on peut comprendre qu'ils trouvent un intérêt économique, puisqu'on l'a dit, en tout cas je le dis depuis le début, et on sait bien, l'information coûte extrêmement cher, ça coûte très cher de fabriquer finalement une bonne information, une information de qualité, du divertissement aussi. Intelligence artificielle, c'est pas, à ce stade en tout cas, c'est pas du tout sourcé. Il y a une circulation énorme des fake news, donc il en ressort essentiel que les journalistes reprennent du pouvoir. Il y a les citoyens qui doivent prendre du pouvoir, et les journalistes aussi, pour se différencier. Donc un bon rédacteur va être celui, en tout cas une équipe de rédactionnels, va être celui qui va utiliser l'intelligence artificielle finalement comme on a utilisé à une époque la robotisation, c'est-à-dire pour faire les tâches les plus ingrates, ou en tout cas qui ne servent à rien intellectuellement, et c'est juste de la manipulation ou de l'utilisation massive de données pour sortir des résultats météo, pour sortir des résultats d'entreprises financières, ou encore des résultats d'élections. Mais dans le même temps, l'analyse qui pourra en être faite, seul un journaliste qui sera compétent, qui accentue. Finalement, on a tout intérêt aujourd'hui ici à renforcer et que le journaliste se renforce dans sa déontologie et dans sa propre éthique. Et d'un point de vue démocratique, on a intérêt effectivement à ce que les journalistes soient encore mieux formés et soient encore plus puissants dans l'exercice et dans leur différenciation par rapport à l'intelligence artificielle. Mais c'est une vraie bataille et ce sont des vrais concurrents. D'autres questions? Oui. Est-ce que ces tentatives de régulation pour une information de qualité qui existe en Europe existent aussi aux États-Unis? Parce qu'il me semblait bien avoir entendu qu'il y avait aussi des mécanismes de ce type-là, ou bien est-ce que c'est complètement sauvage? Non, je ne dirais pas que c'est complètement sauvage. Non, je crois que beaucoup, hein, nous tous en fait, on se rend bien compte de la rapidité à laquelle finalement on s'est adapté à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Certes, les plus jeunes sont nés dedans, vont plus vite, mais en fait on a tous, si vous posez la question, c'est plus facile de vous dire qui n'a pas d'iPhone
ou un smartphone, c'est évident. Donc tout le monde se pose la question de cette fabrique, de cette garantie de fabrique d'informations, et on voit bien qu'on ne peut plus rester dans les anciens ressorts de je ne veux pas tel ou tel groupe qui n'investisse pas. On a besoin finalement tous de réfléchir, de savoir ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que c'est le titre de mon ouvrage, c'est à la fois le nouveau monde des médias, mais c'est également une urgence démocratique. On a un vrai problème démocratique. Aujourd'hui, les gens font plus confiance à des experts, font plus confiance à des voisins, font plus confiance à des connaissances que véritablement aux sachants. Et ça, cette défiance vis-à-vis de ceux qui savent dans leur domaine, tout ça est toujours, je sais que je ne sais rien évidemment, conduit finalement à des drames. Alors la Terre est plate, je ne sais pas si ça a des conséquences dramatiques, mais en revanche, une manipulation d'informations, en revanche, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale de Cambridge Analytica, par exemple, qui était une société d'influence qui a aspiré plus de 82 millions de profils Facebook à leur insu pour balancer des messages qui soient extrêmement précis et qui a conduit finalement à infléchir le vote tant du Brexit aux États-Unis que l'arrivée de Bolsonaro au Brésil. Donc ça a été montré, ça a été démontré par des lanceurs d'alerte et bien d'autres. Donc on voit bien que le danger, l'urgence démocratique est là, c'est qu'il y a véritablement danger à cette perte de confiance, à cette déconsolidation de nos démocraties, à cette circulation de contenus illicites, de contenus haineux, fake news, ou cyberharcèlement pour les plus jeunes. Donc oui, aux États-Unis aussi, ils réfléchissent à la garantie ou à la fabrique d'une information de qualité. D'autres questions? Oui. Merci de me donner la parole. Moi, je viens du monde des médias, mais vecteurs, de l'informatique, de l'électronique. J'ai vu évoluer notre société pendant les 50 dernières années, du petit bout de fil à aujourd'hui aux téléphones que nous avons dans les mains. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est l'incidence de ces médias sur les cerveaux de nos enfants et peut-être les nôtres également. Quand je vois que justement ces médias électroniques sont capables d'être coupés d'un seul coup par un milliardaire, vous voyez de quoi je veux parler, qu'est-ce qu'il peut en être s'il vient à prendre la main sur nos médias, sur le contenu des médias? Alors, merci beaucoup. Vraiment, ce que vous dites, c'est tellement ça, l'urgence démocratique. On l'a vu avec le Twitter devenu maintenant X, mais on l'avait vu déjà, finalement, lorsque Donald Trump avait dit sur Twitter, du reste, au moment de la période du Covid, écoutez, un petit verre d'eau de Javel et tout va vous guérir et tout ça, ça sera réglé. À ce moment-là, le propriétaire de Twitter, qui n'était pas encore Elon Musk, a coupé le sifflet. Alors, sur le plan évidemment sanitaire, on pouvait s'en réjouir, évidemment. En revanche, sur le plan démocratique, ça interroge, puisque en aucun cas, ça reste des entreprises qui sont des entreprises privées qui ont complètement pris le pouvoir sur un espace public qu'ils privatisent. Et effectivement, on voit d'autres déboires. C'est un exemple parmi d'autres, mais celui-ci, dans la mesure où ils ont quand même coupé le sifflet du président de la première puissance mondiale qui était encore en place, on voit bien le pouvoir qu'ils peuvent avoir. Donc c'est une véritable interrogation. Je pense que les états généraux de l'information poseront également cette question. Où, tout à l'heure, lorsque je vous disais Google et Apple ont une valorisation boursière qui est de 3 800 milliards, ça dit aussi que ce sont des acteurs qui sont bien plus puissants que certains États, déjà. Donc effectivement, leur puissance, leur taille, beaucoup cherchent à un moment donné, notamment quand Biden est arrivé au pouvoir aux États-Unis, cherchaient à démanteler les GAFA. Trump voulait aussi les démanteler, mais pour d'autres raisons, mais ça aurait été un atterrissage intéressant. Cette question en fait du pouvoir, de cette hégémonie dans des secteurs auxquels moi je m'intéresse, et auxquels vous vous intéressez aussi, qui sont ceux des industries culturelles et créatives, des secteurs des médias, finalement des fabriques de l'opinion. Il est clair qu'il faut qu'il soit posé une réflexion concernant la place du service public, concernant la place des acteurs médiatiques, et une fois encore, je l'ai un peu caricaturé ici, mais les missions qu'ils opéraient, et aujourd'hui que ces grands acteurs n'opèrent plus et qui par ailleurs sont privés
sont privatisés et dont on a du mal à réguler, alors que l'ARCOM régule aujourd'hui, ou la loi de 1881 donne un cadre réglementaire à la presse. On voit bien qu'on a en urgence besoin d'un cadre réglementaire pour ces acteurs et que l'Europe doit trouver sa place là-dedans, puisque d'un côté on a quand même les États-Unis qui privilégient très largement le laisser-faire, et de l'autre côté le modèle chinois, qui a quand même une régulation assez verticale. Je ne suis pas sûre qu'elle soit tout à fait compatible avec notre idée des Lumières, ou en tout cas de notre liberté d'expression. Donc l'Europe est en train, en tout cas, toujours de se construire, de trouver en fait un espace qui soit à la fois respectueux de nos valeurs démocratiques, comme le respect de la vie privée, la non-atteinte à la dignité, le respect des plus jeunes, ou en tout cas la protection des jeunes publics, et dans le même temps qui puisse conserver une dynamique, une innovation, et que les entreprises puissent elles aussi maximiser leurs profits et continuer à gagner de l'argent. Donc c'est cet espace-là qui est en train de se construire, et qu'on peut évidemment considérer que ça ne va pas assez vite, c'est certain, mais c'est urgent, je suis d'accord avec vous. Une question là-bas. Oui, vous qui êtes au cœur du régulateur, donc quand on fait de la télé, on a le CSA, quand on fait de la pub, on ne peut pas dire ce qu'on veut, on a un organisme qui s'appelle la RTP, et aujourd'hui, pour la génération, on va dire après la mienne, il n'y a même plus d'information, moi il y a de l'influence. Aujourd'hui, alors ça y est, là, la répression des fraudes se réveille un petit peu, il faut peut-être mettre de temps en temps attention. Il me semble, excusez-moi, mais vous allez me dire ce qui bloque, il me semble que c'est pas très très dur d'avoir 100 étudiants qui scannent 5000 influenceurs français qui font n'importe quoi, on se parle de rajeunissement des parties intimes, des trucs, ça va n'importe où. Pourquoi le régulateur n'arrive pas à réguler ça? Qu'est-ce qui est difficile quand on doit faire un contenu commercial, de faire comme la RPP, comme le CSA, de l'envoyer, et qu'un régulateur dise oui, non, voilà ce qu'il faut modifier, qui est en plus un organisme payant? Qu'est-ce qui bloque chez nous de ce côté-là? Pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que c'est des ressources? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est trop gros? Je comprends pas ce que... Alors, simplement, peut-être il y a un effet de taille, évident, parce que pourquoi ce contenu-là? Pourquoi que les influenceurs? Quand ça sera pas les influenceurs, ça sera une autre catégorie d'acteurs qui vont évidemment arriver, qui vont émerger, mais je sais pas. J'essaie de me dire moi aussi pourquoi c'est si long, mais on voit bien pourquoi les transformations de l'ARCOM sont relativement longues. En tout cas, je le dirais autrement, à défaut du régulateur, que je ne suis plus, donc j'ai bonne liberté de parole, ça fait 1 an et demi, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis sortie du CSA, mais par exemple la loi de 86, que je dénonce très largement et qui constitue le cadre de régulation n'est plus à la page, ou par exemple tout simplement un autre exemple comme le dispositif de mesure anti-concentration, où on dit que finalement il ne faut pas que le secteur soit trop concentré. Et à défaut qu'il ne soit pas concentré, on va avoir un indicateur qui est l'usage, qui est tout simplement le nombre de lecteurs, le nombre de téléspectateurs, le nombre d'auditeurs à un moment donné pour la radio, et si vous croisez tous ces chiffres-là, il ne faut pas que vous atteigniez une certaine taille. Eh bien, toute la consommation en ligne n'est pas prise en considération. On vous dit tout simplement parce que finalement, qu'est-ce qu'ils prennent en considération puisque tout le monde est en ligne. Oui, c'est long. Moi, je trouve que je me suis beaucoup heurtée, et ce que je dénonce d'ailleurs très largement dans cet essai, qui fait un peu en sorte d'alerte, entre guillemets, justement cette non-appréhension ou non-compréhension, je ne sais pas le définir, de l'économie de ces secteurs. C'est-à-dire que si vous regardez le cadre, je vous en donne 10 exemples, on prend simplement TF1 et M6, les arguments qui ont été avancés, ça se discute, hein, on ne peut pas dire que j'ai raison et les autres tort, c'est pas ça, même si sur ce coup-là je pense que j'ai vraiment raison, c'est que les TF1 et M6, il y avait cette régulation, et les raisons pour lesquelles, prenons simplement ça, les raisons pour lesquelles ça a été interdit, c'est qu'ils étaient en position dominante sur le marché de la publicité télévisée. Vous parlez de publicité, donc sur le marché de la publicité télévisée. Mais que signifie finalement d'être en position sur un marché qui est décroissant et dont on sait que dans 5 ans ou dans 10 ans n'existera plus? Et c'est tout le problème toujours de la régulation. Alors moi, c'est un problème que j'ai rencontré quand j'étais à l'ARCOM, mais pour le coup, je le justifie. Parce que le régulateur, quand il régule des entreprises qui fabriquent de l'opinion, il vaut mieux qu'il intervienne après qu'avant. Quand il intervient avant, ça s'appelle de la censure.
Oui, on est d'accord. Donc autant réguler après. Le problème, c'est qu'après, il ne faut pas que ça soit 100 ans après. Et puis évidemment. il faut réguler. Et il faut réguler, c'est indispensable. Sur ce coup-là, c'est l'autorité de la concurrence qui n'a pas pris en compte l'avis, en tout cas pas suffisamment pris en compte l'avis de l'ARCOM, qui en l'occurrence a été favorable finalement à ce qu'il y ait une fusion, et qui a fait la photo à un moment donné. Donc il n'a pas pris une décision politique, il a pris une décision d'autorité de concurrence qui, au regard de la concurrence, analysait que sur le marché, là, à l'instant T, effectivement, ces deux acteurs étaient puissants. Mais 3 jours après, il y a eu l'annonce du modèle économique de Netflix qui allait évoluer et que lui-même allait ouvrir à la publicité télévisée. Donc, enfin, de la publicité, pas télévisée, vidéo, pardon, à la publicité, puisqu'au départ, le modèle d'affaires de Netflix, c'est uniquement de l'abonnement, et il a accepté finalement de faire entrer des ressources publicitaires parce qu'il voit bien qu'il est concurrencé lui aussi et qu'il a besoin d'investir de plus en plus dans les contenus, donc il a besoin de plus en plus d'argent. Donc, où est-ce qu'il va chercher l'argent? Une fois que vous avez saturé un marché, vous allez ouvrir un autre marché, et en l'occurrence le marché de la publicité. Et moi, en tout cas, dans le milieu de l'audiovisuel, on peut peut-être pas le dire dans le milieu d'Internet, en tout cas d'influenceurs comme vous signifiez là, mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans le milieu de l'audiovisuel, clairement, le régulateur ne prenait pas sur les pouvoirs publics, parce que le régulateur n'applique que la loi, évidemment. Donc que les pouvoirs publics ne prenaient pas suffisamment en compte que les médias étaient des industries à part entière. Ils considèrent que ce sont des industries qui sont entièrement à part du fait de la fabrique de l'information, et ça se comprend, et on est content sur le plan déontologique, en tout cas sur le plan déontologique et démocratique, mais dans le même temps, ils ne prennent pas en compte suffisamment le fait que ce soit des entreprises qui ont besoin aussi de maximiser leurs profits. D'où mon envie qu'il y ait plus de groupes pour qu'il y ait tout simplement plus d'argent, plus d'investissement. Et ce point-là, n'est pas pris en compte. Le fait que l'ARCOM ait demandé à ce qu'on conventionne, en tout cas lorsque le décret demande à ce qu'on conventionne également les acteurs sociaux, les plateformes de partage vidéo au même titre qu'une chaîne de télévision, moi je trouve ça stupide. Parce que je trouve qu'on va mettre en concurrence directe, on trouvait qu'effectivement les chaînes de télévision n'étaient pas encore suffisamment directes, donc on amène, on conduit ces nouveaux acteurs sur le terrain des chaînes de télévision. Je crois que c'est une erreur. Donc on ne prend pas finalement suffisamment en compte le fait que ces acteurs-là, les médias, sont des entreprises qui sont à part entière. Donc les pouvoirs publics s'intéressent uniquement à la partie culturelle, la partie d'exception culturelle, et à mon sens, pas suffisamment à la partie économique, d'où aussi, retour à ta question, du fait qu'on soit toujours en retard, et ça participe certainement en tout cas d'une partie de la réponse que je pourrais vous apporter, qui est celle de ce retard permanent. Alors, 2 questions. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du service public aujourd'hui, aussi bien dans la partie télévisuelle que dans la partie radio et sur les médias type Internet et autres, comme quelle évolution vous constatez, la disparition ou du moins la suppression de la redevance et les conséquences. Enfin, il y a tout un champ, en tout cas sur le plan économique, qui est intéressant, et ça m'intéresserait d'avoir votre avis, probablement pertinent sur le sujet. Merci beaucoup. Une partie importante de mon livre repose également sur le service public. Moi, je trouve que c'est un acteur qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il est essentiel qu'on ait un audiovisuel qui soit fort. Un audiovisuel fort, c'est un audiovisuel ensemble qui soit fort. Il doit être composé, et il se compose, et c'est vrai dans toute l'Europe, et c'est vrai dans la directive européenne des services de médias audiovisuels, à la fois d'acteurs du privé et en même temps d'acteurs du public. Donc je crois que le secteur public, en tout cas moi j'en suis convaincue, a un rôle à jouer important en matière déjà de garantie de la fabrique d'une information qui soit fiable et de qualité. Je ne dis pas qu'il y parvient, c'est autre chose. Moi je vous fais une analyse économique. Donc cette fabrique-là, elle est importante, elle est indispensable. Ils ont un rôle d'éducation aux médias et à l'information qui est formidable. Ils vont aller miser, ils vont aller investir sur la diversité en matière de programmation, en matière de films, parce que quand on voit une chaîne de télévision, ça a des obligations d'investissement, donc ce sont aussi tout des secteurs d'activité qui est celui de la production que moi j'ai adoré, que j'ai rencontré et découvert quand j'étais au CSA, et qui est fantastique, qui participe aussi de cette fabuleuse aventure. Ensuite, parce que lorsqu'on regarde les usages, moi je pense que c'est important aussi de se tourner vers les usages, qu'est-ce que pensent en fait les téléspectateurs
téléspectateurs de leur audiovisuel. Et bien, en période de crise économique, en période de crise des Gilets jaunes, en période de Covid, ils se sont tournés très massivement vers les chaînes publiques. Donc on se rend compte qu'à la fois les télévisions et les radios sont plébiscités par les téléspectateurs, par les auditeurs et donc par les citoyens, puisque c'est leur redevance. Et puis il y a un troisième élément que moi j'ai souhaité étudier, toujours parce que également je suis économiste, mais parce que je me disais que là non plus, là aussi, comme vous voulez, les pouvoirs publics, là aussi, jouent mal. Parce que finalement, ils laissent cette petite musique à chaque élection. Finalement, pourquoi pas une chaîne en moins, pourquoi pas une station en moins, tout ça sert à rien, tout ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc, ils vendent en permanence un impôt qui à l'époque était la redevance, sans en justifier leur utilisation. Donc déjà, je trouve que c'est pas sain. À partir du moment où moi je vous demande de payer pour quelque chose, c'est que j'estime que le service que je vais vous donner, j'y crois en tout cas, à défaut qu'il soit toujours de qualité, en tout cas j'y crois. Donc je trouve que déjà, premièrement, c'est outre désobligeant, mais je trouve que c'est pas sain. Ensuite, et pas normal, dans une démocratie qui se tient, toutes les démocraties qui se tiennent debout, elles ont un service public fort. Donc, ça ne se discute pas. Et on l'a vu d'ailleurs, dès que l'Espagne a abandonné sa redevance, ça s'est écroulé et par là même, la fabrique d'une information fiable va au rouleau de la même façon. Donc, si l'on regarde en même temps, donc sur le plan purement économique, eh bien, les 2,2 milliards d'euros de redevances, à l'époque, c'est de contribution à l'audiovisuel public, eh bien, c'est 4,4 milliards de PIB. Donc, on voit bien que quand je mets 1 euro, ça m'en rapporte 2,5, voire ça m'en rapporte 4. Ensuite, lorsque vous avez des séries télévisées comme Plus belle la vie pendant longtemps, cette série-là, eh bien, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré ce que ça représentait pour une ville. Et en matière de recettes, et donc de recettes indirectes, d'emploi, d'hôtellerie, de restauration, d'achat, c'est fantastique. Tout ça, c'est mesuré. Alors, les chiffres exacts, vous pourrez les retrouver dans mon ouvrage sur cette partie de l'audiovisuel. Donc, je pense qu'à la fois, c'est fondamental sur le plan associatif, sur le plan d'exception culturelle, sur le plan politique pour la matière d'information, d'organisation de débat. Et je pense que c'est indispensable sur le plan, en plus, économique. Voilà. Merci. Dernière question. Oui, tout à l'heure, vous disiez effectivement sur le rôle du régulateur, et on voit qu'on sent qu'il y a une absence de vision, finalement, parce que si la décision est prise que du point de vue juridique, pas de concentration et ainsi de suite, on ne construit jamais la vision de demain. Et pour faire le parallèle par rapport à ce que vous disiez initialement, on sent qu'aujourd'hui, finalement, cette défiance qu'on sent dans l'information vérifiée, elle est aussi liée à une sens du cri de la vie. Il y a tout qui s'écroule, il y a énormément de changements, il y a une accélération, il y a tout ça. Donc, globalement, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer ces organes de régulation pour construire quelque chose qui est beaucoup plus politique et finalement une vision? Parce que finalement, quelle est aujourd'hui la vision des médias et finalement de notre société? Alors, je comprends ce que vous voulez dire, mais ça ne serait pas mon point d'atterrissage. D'accord. Je comprends le chemin, mais je n'atterrirai pas là-dessus. Parce que finalement, la vision n'est pas construite par le régulateur. Ce sont à la fois les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics sont également, ce sont des lois, ce sont des décrets, et les lois et les décrets sont votés, fabriqués par des sénateurs, par des députés, qui sont eux-mêmes représentatifs de notre société. Alors, on peut le critiquer, on peut voir que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas ça ne fonctionne pas autant que nous voudrions, mais en tout cas sur le plan démocratique, c'est fondamental que ça vienne finalement du bas vers le haut et non pas le contraire. Après, le régulateur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a des missions. On va signer, lorsqu'on est régulateur, on va signer des conventions avec des chaînes de télévision, qu'elles-mêmes vont se garantir qu'elles s'engagent sur un certain nombre de points qui sont décidés par les pouvoirs publics. Le fait que les pouvoirs publics décident qu'on ait un audiovisuel public fort, qui garantisse, alors sur la contribution à l'audiovisuel public, en l'occurrence, on l'a perdu aujourd'hui, c'est un pourcentage d'une taxe sur la valeur ajoutée, finalement ça s'apparente à la même chose, on dit que c'est un impôt, donc ça tombe bien, ça va fonctionner. Jusqu'à quand je ne sais pas. Mais le fait qu'on n'ait pas un audiovisuel public dans son financement pérenne, moi je trouve ça grave. Là où je vous rejoins complètement, c'est le fait que nos pouvoirs publics n'ont
ne semble pas avoir de politique. Moi, je ne parlerai pas de vision, mais je vois ce que vous voulez dire. D'un récit, ce que ça quelque chose signifie. qu'on partagerait. Mais c'est-à-dire, effectivement, c'est-à-dire une politique. Quelle est aujourd'hui la politique de médias, du rôle que les médias doivent jouer dans la société? Moi, j'ai des idées, j'en ai proposé, et puis à la fois sur ce que j'ai pu vivre, mais en même temps sur mon travail, tout simplement d'enseignant-chercheur, et surtout de régulateurs qui a vu que finalement les acteurs sont prêts à bouger. On a fait, finalement, on voit les acteurs bougent énormément, et c'est possible de bouger. Mais effectivement, moi je trouve que ça manque de sens, mais ce sens-là ne doit pas venir des régulateurs. Si maintenant l'instance de régulation, je pense qu'elle est indispensable. Il ne faut pas que ce ne soit qu'une vision politique. Il faut que ça soit une vision qui soit portée par nos élus, qui ont une vision à la fois de la société que nous, citoyens, nous souhaitons. Quelle est la place des médias que nous voulons? Voilà. Quel est le rôle que nous voulons faire jouer? Finalement, il y a aussi nous qui devons voter avec nos pieds, et c'est la raison pour laquelle je pense que l'une des armes possibles, l'une des réactions possibles, c'est l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire avoir cette connaissance de la fabrique de l'information, de savoir les outils, et qu'on puisse ensuite les utiliser, construire notre esprit critique, le conserver, comprendre qu'est-ce que ça veut dire le pluralisme. La plupart des gens disent oui, c'est très important la diversité, mais tu l'as la diversité sur Internet, mais c'est pas possible d'avoir autant. On a beaucoup de pluralisme, on a beaucoup de diversité, mais on est noyé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contenu qu'on ne voit plus le contenu. Alors quand on est spécialiste, quand on est chercheur, quand on est professeur, quand on est cadre supérieur, on l'a appris, on l'apprend, on le comprend, et on a embarqué, on a la chance de pouvoir embarquer nos enfants. Mais on voit bien que ce n'est pas vrai pour toutes les professions. Ça ne veut pas dire que les gens ne savent pas, c'est juste simplement ils n'ont pas l'usage. Si je vous ai jamais appris à vous servir d'un appareil photo, c'est pas parce que vous êtes un abruti que vous ne fassiez pas de bonnes photos, c'est juste parce qu'on ne vous a pas appris. Or, c'est indispensable aujourd'hui, parce qu'on a tous justement un téléphone dans la poche, parce qu'on regarde tous la télévision, parce qu'on consomme énormément, parce qu'on peut poster des informations, parce qu'on est acteur agissant. Alors soyons agiles, agissons, et soyons des vrais citoyens. Quand on nous propose d'ailleurs de voter, allons voter, parce que sinon on voit bien ce qui se passe. Une dernière question, après vous aurez l'occasion d'échanger de toute façon avec Nathalie autour de verre. Monsieur avait demandé la parole. Oui, alors très justement, vous avez commencé en définissant les médias en disant les médias, ils ont le rôle d'informer, ils ont le rôle d'éduquer, et ils ont un dernier rôle qui est de divertir. Et on s'aperçoit que dans cette crise des médias qu'on évoque depuis tout à l'heure, quand on parle de crise, on ne parle que de l'information. D'où ma question, est-ce que la crise à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est pas le basculement d'un média de l'information historiquement vers un média du divertissement, et est-ce que en partie la crise des fake news n'est pas une transformation de l'information en divertissement? Merci beaucoup, je pense qu'il faudrait du temps pour répondre, parce qu'en vrai c'est profond, il y aurait plusieurs choses à dire là-dessus, mais on a un basculement, alors Umberto Eco l'avait déjà dit il y a bien longtemps, dans une société de divertissement, on va vers une société de divertissement, donc finalement, est-ce qu'on est toujours prêt à consommer une bonne information? Est-ce qu'on a envie, nous citoyens, de consommer une bonne information? Est-ce qu'on est d'accord pour prendre le temps? Tout à l'heure, je n'ai pas suffisamment répondu. Il y a la question du biais. Vous parlez du biais informationnel. Aujourd'hui, il y a plus d'analyses qui sont, en tout cas, qui sont mises à disposition du grand public. Et on parle beaucoup d'enfermement, de biais cognitifs, notamment. Et on voit bien comment il y a une déformation, comment on va facilement, et on sait bien, on va vers la facilité, on va vers nos croyances. Et dans un monde qui est beaucoup plus complexe, qui s'est transformé en l'espace de 20 ou 30 ans, on a quand même une transformation majeure. Quand vous dites à des jeunes aujourd'hui, de toute manière dans 5 ans, il y a 40% des métiers qui seront nouveaux, je comprends que ça soit quand même assez flippant, et notamment quand plus on est jeune, moi c'est à la fois c'est un grand possible, mais ça fait extrêmement peur. Donc les référents s'écroulent. Sur la partie informationnelle, quand vous vous dites finalement qu'on fait plus confiance, en tout cas en moyenne, on fait plus confiance à son voisin qu'à un spécialiste, oui, effectivement, on peut s'interroger sur notre avenir, mais moi, me semble-t-il, c'est à nous, adultes, véritablement, de nous prendre en main, de chacun à son niveau d'agir, et de se rendre compte de ce dont on a besoin, et qu'on a besoin de temps
qu'on a besoin d'une information de qualité, que l'information de qualité est indispensable, que la diversité des opinions, que le pluralisme de l'information est indispensable pour se construire, pour savoir vers quelle société on veut aller. Et peut-être ça rebondit sur la question de monsieur tout à l'heure, c'est que finalement, est-ce que quand on ne va pas voter, ça ne conduit pas à ce qu'on n'ait pas la société que l'on veut, puisqu'on n'a pas dit ce que l'on voulait? Et peut-être surtout de faire comprendre et prendre conscience qu'on a besoin d'avoir d'autres outils, de nouveaux outils pour nous éclairer dans ce monde qui est quand même très complexe, mondialisé, moins facile peut-être à comprendre. Je ne sais pas s'il y a 40 ans on comprenait mieux, en fait les outils les plus complexes. Mais... Donc, je ne sais pas comment on comprenait il y a 50 ans, mais en tout cas aujourd'hui on comprend qu'il est difficile à comprendre. Et donc encore plus d'outils, plus de connaissances, plus d'éducation, plus d'accompagnement, certainement plus d'échanges, et seront indispensables, ça c'est certain. Merci Nathalie de nous avoir en tout cas apporté tes éclairages sur ce nouveau monde des médias. Merci à vous. Je vous propose dans